ce soir, c'est un webinaire dédié, consacré à la volatilité. Et je dirais que c'est une introduction à la volatilité. Alors, tout dépend votre niveau. Ben, vous me direz ce que vous en pensez, bien évidemment. C'est toujours difficile lorsqu'on fait un webinaire de savoir si je m'adresse à des traders débutants, des traders qui tradent depuis déjà quelques temps, mais qui perdent, donc qui recherchent des éléments, etc. Donc, il faut toujours essayer de caler le discours. Voilà. Bonjour de tout. Salut aux Toulonnais, pardon. Voilà. J'ai coupé le micro. C'est bon? Oh, c'est clair? Ça marche? Allez. Donc, très vite, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est quoi la volat, ce que la volatilité révèle, quelques stratégies et des cas concrets, si on a le temps, mais je vous dis, je ne vais pas vous faire un webinaire qui s'étire en longueur. Donc, je vais essayer de vous faire un webinaire de 30 à 45 minutes maximum, concis, et peut-être qu'à la rentrée, je vous ferai l'épisode 2 ou que je vous ferai cet épisode 2 dans une vidéo YouTube. Si ça vous intéresse, vous me direz ça. Donc, si vous ne je ne vais pas y arriver. Si vous ne me connaissez pas, très vite, Bernard Prodesclos, ça fait 30 ans et ça va en faire un peu plus bientôt que je suis sur les marchés. D'abord trader individuel, donc comme j'imagine la plupart d'entre vous. Ensuite, j'ai été recruté dans un hedge fund au bout de quelques années parce que j'étais un petit peu connu parce que mes résultats étaient là. Voilà. J'ai fait plus de 10 ans dans le monde professionnel, puis je l'ai quitté parce que j'en avais fait le tour, largement le tour. Je vous raconterai ça pour ceux qui ne connaissent pas l'anecdote et si ça vous intéresse. Je suis aussi l'auteur de 3 livres et donc je suis en live tous les jours. Tous les jours, je suis en live pour des plans de trading, pour donner mes positions, pour dire ce que je fais, pour faire du coaching, avec une petite structure de formation que j'ai créée, donc YouInvest, sur laquelle j'accompagne quelques traders triés sur le volet, car je ne peux pas accompagner tout le monde. Voilà, et donc vous pouvez me retrouver aussi tous les matins avec WHS sur la matinale où je propose des plans de trading grâce et donc basés sur la méthode GTS, etc. Voilà. Pas des plans de trading, des bons plans de trading. Merci beaucoup, c'est gentil, mais voilà, j'essaye de faire ce que je peux. Avec une très belle et très bonne méthode. Merci Patrick, c'est gentil aussi. J'avais compris le bon. Oui, oui. Ben, en fait, GTS, s'il y en a qui ne connaissent pas, je vous en toucherai 2 mots, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui de ça. Si ça vous intéresse, je vous renverrai vers des liens qui peuvent vous permettre de télécharger des e-books. Je dois avoir ça, si je cherche bien quelque part, je vous le code là. Voilà. Si vous ne connaissez pas GTS, tiens, je vous le colle là-dessus. Dites-moi si vous le voyez et vous pouvez récupérer via ce lien. Voilà, maintenant il y a aussi ça, je vous fais, voilà, tout ça c'est gratuit, vous inquiétez pas. Voilà, bonsoir à tous qui arrivent. Voilà, donc je vous ai mis les liens, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous les voyez bien? C'est bon? Super. Voilà, donc je suis l'auteur de 3 livres, voilà, si ça vous intéresse aussi. Voilà. Donc, tout de suite. La volatilité, hélas, je constate que c'est mal compris, souvent méconnu, souvent mal utilisé et trop souvent confondu avec la tendance ou avec le bruit ou avec je ne sais quoi. C'est pour ça que je souhaitais faire, je vous dis bien, un webinaire dédié à une introduction à la volatilité. Donc, il ne s'agit pas de tout traiter, il faut plusieurs heures pour ça. Mais cet objectif, et voilà. Moi, j'aime bien que les choses soient très claires, très cadrées, que vous sachiez où vous allez.
et que vous ne confondez pas. Et souvent, j'entends trop. Voilà. Donc, bon, alors, c'est quoi la volatilité ou c'est quoi oui, c'est quoi la volatilité? La plupart des traders, des investisseurs pensent que la volatilité, c'est quand ça bouge beaucoup. D'accord? Mais en fait, déjà, il y a une partie de vrai, mais en fait, ça va être en fonction de l'unité de temps, mais c'est surtout une mesure statistique. En fait, c'est l'écart type des rendements sur une unité de temps donnée. Voilà comment on va mesurer la volatilité. Et en fait, on va mesurer la volatilité par rapport à l'écart type, par rapport à la variation autour d'une moyenne. Plus la volatilité est élevée, plus on va avoir des écarts types qui sont élevés par rapport à la moyenne, moins la volatilité est élevée et plus on aura en fait un écrasement autour de la moyenne. Ensuite, on va distinguer plusieurs types de volatilité, j'y reviendrai. Bon, mais je vais démarrer par le début. Pourquoi est-ce que c'est important de bien la définir et pourquoi il ne faut surtout pas la confondre avec la direction du marché? J'entends et j'entends trop souvent que lorsque, et ça on l'entend souvent dans les médias, souvent à la télévision, dans des médias spécialisés, c'est volatile parce que ça monte. En fait, le plus souvent, lorsqu'un indice ou lorsqu'une action monte, elle le fait avec une faible volatilité. La volatilité, c'est au contraire, puisque je vous l'ai défini comme un écart supérieur en fait à la moyenne, la volatilité arrive lorsqu'il y a un élément de surprise, lorsque on rentre dans un process où il y avait un consensus en fait autour de la moyenne, ce consensus est brisé et on va aller en recherche d'un nouveau consensus. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là ou pas? C'est bon? Bon. Typiquement, si vous regardez, lorsque, là, je vais vous le faire avec GTAS, que vous avez sous les yeux. Là, je vous montre une phase non dynamique, une phase de latéralisation avec des prix qui vont tourner autour du nuage. D'accord? Donc là, on est vraiment dans un consensus non volatile. Ensuite, on va avoir là une extraction. On a une extraction, donc on a une sortie de volatilité. Donc, on avait une contraction de volatilité, autour d'une moyenne, donc un consensus. On a une cassure, c'est ce que je vous montre là, et la cassure, la sortie du consensus, donc l'augmentation de volatilité va créer un mouvement dynamique directionnel, la tendance. Mais une fois que la tendance s'est mise en place, elle-même va pouvoir se faire avec un écrasement de volatilité, comme on va le retrouver plus loin. Je vous le montre ici. Donc, en fait, les marchés alternent systématiquement entre des phases non directionnelles, des phases de volatilité, donc d'extraction, et des phases où on va avoir une absence de volatilité avec une tendance qui se met en place sans accélération. Bon, ça, c'est essentiel. Ensuite, autant il est important de comprendre ce qu'est la tendance, mais aujourd'hui, on n'en parlera pas trop, parce que je conseille, surtout lorsqu'on n'est pas encore gagnant régulier, de travailler toujours avec la tendance et de ne pas être contrarien. Je le répète tous les jours, bien évidemment. Autant la volatilité est un élément destructeur pour les comptes de trading. Pourquoi? Parce que si vous mesurez mal la volatilité, lorsque vous prenez vos positions, ça veut dire que vous allez potentiellement mal placer vos stops.
Je vous prends un exemple. Je vais effacer ça et on va prendre un exemple avec ce que j'ai sous les yeux. Imaginez de manière simple que vous achetiez basiquement la cassure de cette zone de résistance. Vous l'achetez. Bon. Si vous mesurez mal la volatilité à l'instant T au moment où vous rentrez, et si vous placez mal dans votre stop parce que vous ne prenez pas en compte la volatilité, ça veut dire que vous pourrez avoir raison sur la direction déclenchée par ce mouvement de volatilité, mais malgré le fait que vous ayez eu raison, vous allez vous faire stopper parce que comme vous êtes des traders sérieux, vous utilisez des stops, mais vos stops n'auront pas été placés là où il le faut. D'où la nécessité absolument de tenir compte de la volatilité lorsqu'on place les stops et donc d'avoir des stratégies, je l'ai développé X fois sur des webinaires, des stratégies où l'on connaît à l'avance à quel endroit on place les stops. Et ensuite avoir des stops suiveurs. Donc là, j'en reviens à GTAS où là, vous avez le BSI Line qui est le stop suiveur et qui, lui, justement, va tenir compte de la volatilité. Alors, pour en revenir très vite à GTAS, puisque tu me demandes quelle est la meilleure mesure de la volatilité, moi, je conseille le nuage BSI, celui que vous avez là, parce qu'il va à la fois mesurer la volatilité, comme je vous l'explique tous les matins pour ceux qui sont là, d'accord? Donc, il mesure la volatilité et il mesure aussi les écarts par rapport aux moyennes. Et donc, quand le marché se met en fait dans des écarts trop importants, donc l'écart type, enfin, que l'on tend trop vers l'écart type et que dont la probabilité d'avoir un retour est important. Autrement dit, quand travailler la tendance devient plus dangereux que de travailler la tendance. Souvent, le matin, pour ceux qui sont là, je vous l'explique. D'accord? Voilà. Des questions ou pas sur ça? Ok. Les infos économiques, c'est un des facteurs. Oui, les infos économiques, c'est un des facteurs. Souvent, là aussi, je vous explique qu'il y a des statistiques que je vous déconseille de travailler, non pas parce qu'elles vont déclencher en fait un mouvement qui est intéressant, parce qu'avant le déclenchement de ce mouvement, il peut y avoir beaucoup de volatilité, donc beaucoup de bruit, beaucoup d'amplitude de variation de prix avant que ça déclenche réellement la direction. Et si c'est le cas, encore une fois, vous pouvez placer le stop et vous faire démonter. Bon, vous voyez que pour moi, la volatilité n'est intéressante qu'à l'aune d'une chose en tant que trader, c'est où est-ce que je vais placer mon stop et comment est-ce que je vais sécuriser ma position au maximum pour ne pas avoir raison tout en me faisant stopper parce que mon stop sera mal placé. Donc ça, c'est essentiel. Les nuages ne sont pas du tout des moyennes mobiles. Tu vois bien que le comportement n'a absolument rien à voir et les moyennes mobiles marquent rarement la volatilité. Alors, je répète deux choses qui sont importantes. Un marché en tendance haussière est un marché avec un consensus, que ce soit un indice, que ce soit une action. Normalement, il y a une faible volatilité lorsque ça monte. Un marché en baisse peut être un marché directionnel avec une forte ou une moyenne volatilité. Mais dans tous les cas, un marché baissier est plus volatile qu'un marché qui est haussier. Car autant le consensus haussier ne fait pas peur, autant la baisse faisant peur, les réactions émotionnelles des traders génèrent des comportements différents. Bon, ça, vous pouvez le noter, c'est important. Et ensuite, en trading range,
en trading range, donc en absence de directionnalité, on a une énorme volatilité avec de fortes directionnalités, donc de fortes tendances, mais sur les unités de temps inférieures au trading range. C'est bon pour les trois éléments? Dans tous les cas, pour reprendre, c'est quoi la tendance et c'est quoi la volatilité? La tendance, répétition, c'est la direction du marché. Est-ce que ça monte? Est-ce que c'est flat? Donc, est-ce qu'on ne bouge pas ou est-ce que ça baisse? La volatilité, elle, est indépendante de la direction. Donc, normalement, je répète, quand ça monte, moins volatile, quand ça baisse, plus volatile, et quand ça range, très volatile sur les unités qui sont inférieures. Mais il y a des cas particuliers. Le jour, le 9 septembre 2020, donc le jour de l'annonce du vaccin de Pfizer, il y a une énorme volatilité, donc une amplitude colossale du range quotidien. D'accord? Donc là, on est sorti des écarts types très très forts, tout simplement. Donc, il arrive parfois qu'on ait des hausses très volatiles, mais c'est rare. Bon. Ensuite, très vite, mais ça c'est plus technique, on va pouvoir parler de volatilité historique et de volatilité implicite. Donc ça, c'est notamment lorsqu'on touche à tous les produits dérivés et notamment aux options. Donc la volatilité historique, c'est basique. Vous allez calculer les données passées et vous regardez sur une période de X heures, X jours, X semaines, X mois, la volatilité historique qui vous intéresse, mais quelle est la moyenne du mouvement, tout simplement. D'accord? Si vous faites du day trading, moi j'utilise des outils avec EGTS qui sont essentiels. Si vous ne connaissez pas la taille du terrain, c'est ainsi que je l'appelle, autrement dit la volatilité historique du produit que vous travaillez, c'est compliqué d'avoir des résultats sérieux. Donc, si vous ne savez pas qu'en moyenne, par exemple, le DAX bouge de 1,15% depuis 10 ans et qu'il y a des pics selon les mois, selon les années, etc. Donc, autrement dit, le DAX fait autour de 250 points par jour en moyenne. Si vous ne le savez pas, c'est compliqué quand vous tradez le DAX. Souvent, j'entends que vous tradez le DAX, ce n'est pas le CAC en day trading parce que vous pensez que le DAX est plus volatile. C'est ce que j'entends, que le DAX, que ça bouge plus vite que le CAC, pardon, je vais y arriver. En fait, historiquement, on a un DAX qui a une volatilité moyenne d'1,15, 1,18. Le CAC est à 1,10. Je veux dire, c'est kiff-kiff. Mais lorsque je l'entends, comme vous vous basez souvent sur des impressions et que vous tradez un CAC à 8000 points ou à 7000 points et un DAX à 24 000 points, je veux dire, effectivement, vous avez l'impression qu'il y en a un qui va très vite alors que l'autre ne bouge pas. La réalité, c'est que la volatilité intraday moyenne est à peu près la même. Exactement. La moyenne du mouvement de la volatilité peut-elle être comparée à la moyenne mobile? Tu vas faire une moyenne, tu vas faire une moyenne des écarts, oui, mais pas de la moyenne mobile des prix. Voilà. Alors, les ATR, l'ATR est une mesure particulière de la volatilité qui va prendre en compte les gaps. Moi, je l'aime assez moyennement en tant que pur trader, en tant que pur day trader, en fait, à la base, parce que l'ATR ne prend pas en compte, l'ATR prend en compte les gaps. Et lorsque tu fais du day trading pur, autrement dit que tu coupes tes positions le soir, prendre en compte la taille du gap pour mesurer la volatilité n'a aucun intérêt,
c'est même pire, c'est contre-productif. D'où la création du TRDMA chez moi, qui permet justement de pallier ce défaut. Bon, il y a aussi un outil dont on doit souvent vous parler qui est le VIX pour mesurer la volatilité. Alors le VIX, en fait, il mesure la volatilité sur des options sur le S&P 500. Malheureusement, je vous le dis, le VIX a pour moi de moins en moins d'intérêt car sa lecture est, comment dire, sa lecture est désormais laguée. Donc, elle est en retard par rapport en fait au mouvement. Jusqu'à il y a 7-8 ans en arrière, finalement c'est peu, lorsque, voilà. Et effectivement, le VIX permettait d'avoir une lecture assez précise des mouvements qui allaient se présenter grâce à la lecture justement des couvertures d'options et qu'on pouvait relire sur le VIX, pour le dire très vite. Désormais, l'essentiel, enfin, si je dis pas de bêtises sur les chiffres, désormais 50% des options tradées aux États-Unis le sont sur des options EOD, donc en fin de journée, donc des options au jour, ce qui fait que c'est en train de détruire totalement la pertinence du VIX. D'accord? Donc, VIX, honnêtement, c'est un outil qui n'a pratiquement plus aucun intérêt. Alors, ensuite, à quoi doit vous servir la volatilité dans votre lecture? Alors, déjà, il y a plusieurs choses. Il y a, bon, déjà, il vous faudra faire un travail. Hein, donc, si vous faites du day trading, si vous faites du swing trading, si vous faites des actions, si vous faites du day trading sur indice ou sur des comos, enfin, ou sur des devises, ben, il va falloir connaître, on est bien d'accord, la volatilité moyenne du produit sur lequel vous travaillez, sur la période sur laquelle vous travaillez. Si vous faites du swing trading, ben, il vous faudra connaître grosso modo la volatilité hebdomadaire. Si vous faites du day trading, il vous faudra connaître la volatilité quotidienne, etc. J'espère que je suis clair. Bon. Donc, après, vous avez cette volatilité moyenne. Tant que ça tourne et que vous êtes autour d'une volatilité moyenne, ça indique de manière claire qu'il n'y a pas de risque particulier. Il y a un consensus de marché qui fait qu'il ne va pas se passer d'événements. Le marché ne va pas déclencher fortement vers le haut ou vers le bas, premièrement. Ça, c'est la base. Ensuite, lorsqu'on rentre dans des phases de contraction de volatilité, donc vous avez une volatilité moyenne, et cette volatilité moyenne se resserre, enfin, la volatilité se resserre et donc passe sous la volatilité moyenne. Ça continue et ça s'écrase. Alors, ça peut durer un certain temps. Et je vous le disais, sur les marchés haussiers, c'est typiquement ce qui se passe. Sauf que plus ça dure, et ça c'est tout le temps, ça fait 30 ans que je vois ça, il n'y a aucune surprise, plus ça dure et plus vous entendez, on s'endort, que ce soit en M1, donc en 1 minute, en 5 minutes ou en hebdomadaire, c'est la même chose. Lorsque vous entendez les marchés s'endorment, ou on si vous voyez ce que je veux dire, s'ennuie, par exemple, d'accord, il n'y a pas de secret, ça va finir par bouger très très fort, très très fort. Donc, un écrasement de volatilité est toujours le prélude à un gros mouvement. C'est quoi la difficulté? Ben, la difficulté, c'est souvent votre impatience, parce que des fois, ça peut durer longtemps, cet écrasement de volatilité. Et donc, on veut travailler dans des écrasements de volatilité, et puis parfois on s'épuise, et donc on va rater le gros mouvement lorsqu'il va se produire. Voilà, c'est là où l'expérience du trader est un poil utile. Moi, quand je suis en live ou quand je dis souvent,
quand j'attends des gros mouvements, je suis d'une patience totale et pourtant, ce n'est pas du tout mon caractère. Sauf que le marché m'a appris qu'il y a des moments où être patient, ne rien faire, attendre, se préparer, calculer est très important parce qu'il faudra être prêt au bon moment. Donc, en fait, cet écrasement, c'est une tension, c'est exactement comme un ressort que l'on contracte et à un moment, le ressort explose. Et c'est sympa lorsque le ressort explose et que l'on est dedans, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est clé. Ensuite, vous avez des phases de volatilité extrême. Mais là, je veux dire, ces phases de volatilité extrême ont énormément changé depuis 15 ans. Donc là, je vais essayer de vous expliquer ça très vite. Je ne vais pas vous faire un cours sur les banques centrales, mais après la crise de 2008, on peut considérer que les banquiers centraux ont pris le contrôle du marché. C'est un fait. Et les banquiers centraux, avec les QE, QE, est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y en a, si je dis QE, il y en a pour qui c'est de l'américain? Ça va? QE, ça vous parle? Oui, c'est bon? Non? Ok, c'est bon. A priori, ok. Donc le QE, c'est le quantitative easing. Le QE, c'est les quantitative easing. C'est des achats, pour le dire très simple, c'est les banquiers centraux qui se portent acquéreurs, notamment de dettes, mais au Japon, ils sont allés même sur les ETF et même sur les actions, qui se portent acquéreurs d'actifs soit obligataires, soit même, je vous disais, des ETF. Bon, bref, en action. Et donc, en fait, ils viennent mettre de la liquidité. L'objectif depuis 2008 a été de créer des marchés sans volatilité. Donc, les banquiers centraux ont pris le contrôle des marchés en créant des marchés avec une absence de volatilité. Deux conséquences à cela. Donc, durant de très longs mois, on peut avoir des phases de hausse avec une faible volatilité. Et on a une accumulation de mauvaises nouvelles et les marchés refusent de voir les mauvaises nouvelles parce que les marchés savent que quoi qu'il arrive, les banquiers centraux seront là. C'est comme ça que ça se passe. C'est aussi ce qu'on appelle le put de la Réserve fédérale. Un achat de put, c'est en fait une protection et donc on sait que quoi qu'il arrive, la dette étant telle sur le monde que désormais les banquiers centraux, en cas de problème sur les bourses, sont obligés de venir faire des interventions tout simplement. Donc ça veut dire qu'il y a un écrasement de volatilité, mais que les marchés restant les marchés, il y a des explosions de volatilité avec des phases d'une brutalité qu'il n'y avait pas en fait avant, parce qu'avant il y avait une préparation beaucoup plus sérieuse. Donc là, très vite, je peux vous citer 2015, donc août 2015, il y a, si je réfléchis, hein, je vous fais tout sans aucune note. Août 2015, il y a le problème du yuan chinois, le CAC doit perdre 25-26% jusqu'en février 2016. Ensuite, il y a 2018-19, la première bourde de Jérôme Powell qui envoie les indices américains à moins 18% et il se rattrape de suite. Ensuite, vous avez le Covid en 2020. Ensuite, il y a eu par contre le débouclage, je dirais, des taux et de la bulle sur la trek américaine, où là, ça a mis quand même plus de 12 mois avant de rebondir. Voilà. Et toutes ces phases-là, comme la phase que l'on vient de connaître avec le jour de la libération de Trump, où en quelques semaines ou en quelques jours,
on a plongé brutalement pour rebondir aussi brutalement. Autrement dit, toutes les baisses brutales, pour le moment, sont donc d'explosion de volatilité, sont systématiquement rachetées. Et ça, c'est le gros changement. Autrement dit, et là, on le voit aussi sur le VIX qui flambe complètement et qui redescend. Aujourd'hui, il est repassé sous les 16, ce qui est une hérésie totale. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de couverture et plus de stress sur les marchés. Et ça, c'est vraiment le fait que les banquiers centraux ont pris le contrôle. Bon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, justement, on a vu les banquiers centraux qui sont intervenus, c'est-à-dire que la Réserve fédérale a fait du QE sans le dire, parce que son bilan a augmenté. Donc à nouveau, là où son bilan aurait dû se réduire, maintenant ça se fait de manière discrète et ça s'est fait notamment, non pas tant avec le jour de la libération, mais du fait qu'il y a eu 2-3 adjudications. Il y a eu un 20 ans et 30 ans, enfin un 20 ans, si je ne dis pas de bêtises, qui est passé au-delà de 5% aux États-Unis. Et ça a mis un peu de stress sur les marchés et immédiatement, on a vu les banquiers centraux qui sont intervenus. Voilà. De toute manière, là, je vous le fais en gros. Autrement dit, il y a des interventions systématiques. Maintenant, si je me mettais très en arrière, il y a toujours eu des interventions de la Réserve fédérale. Alors, à l'époque, c'était beaucoup plus subtil et beaucoup plus simple. En fait, ils le faisaient durant la nuit sur les futurs, ce qui leur coûtait nettement moins cher. Voilà. Mais systématiquement, dites-vous que il y a cette mise en place et donc ces phases de écrasement de volatilité, d'explosion de volatilité se traduisent ensuite par un retour à la normale, là où on va dire mes 20 années précédentes de trading, nous avions, lorsqu'il y avait un déclenchement de volatilité, il y avait systématiquement des répliques. Aujourd'hui, il n'y a plus de répliques. Est-ce que vous comprenez? Je vous en prie, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Voilà. Lorsque je parle qu'il y a des interventions des banques centrales, je ne dis pas qu'il y a des QE systématiques. Il y a eu les QE, mais bon, ils interviennent. Et surtout la Réserve fédérale. Vous imaginez bien que la Réserve fédérale, même si peut-être qu'ils vont avoir envie à un moment de se faire Trump, et donc de laisser faire, mais c'est compliqué dans une économie qui est autant financiarisée. Et, tiens, je reviens un cas que j'ai oublié, donc je ne me trompe pas sur l'année, c'était l'an dernier, 2024 ou 2023, du coup, je ne sais plus. Est-ce que les banques régionales américaines et la Silicon Valley Bank, ça vous parle? C'est la dernière crise que l'on ait connue. Silicon Valley Bank, donc c'était, si je ne dis pas de bêtises, c'était au printemps, février-mars 2024. Hein. Voilà. Bon. Bulle Internet, non, Silicon Valley Bank, donc c'était l'an dernier. Donc il y a la plus grosse banque, mais qui est une banque régionale de la Silicon Valley, qui fait faillite, qui plante complètement. Et aux États-Unis, vous avez des dépôts qui sont normalement garantis jusqu'à 500 000 $. Donc on est très loin, vous voyez, de ce qu'on fait par hasard chez nous en France. Et il s'avère que la plupart des milliardaires et la plupart des boîtes américaines de la Silicon Valley ont justement leur compte, notamment à la Silicon Valley Bank. Donc, vu qu'elle plantait, si vous
garantissait à hauteur de 500 000 balles les quelques milliards qui sont déposés, ça ne le fait pas. Donc, en 3 jours, la Fed est arrivée et elle a garanti tous les capitaux qui étaient déposés à la Silicon Valley Bank. En 3 jours, la crise était finie. Donc, on est très loin, vous voyez, j'insiste bien, de ce qui s'est passé en 2008, où là, par contre, le 15 septembre, Lehman Brothers, la Réserve fédérale a décidé de couper la tête à une banque. Ils ont compris que ça ne peut plus se faire. Donc, la volatilité est écrasée sur les marchés. Donc, c'est quoi le risque? Pour moi, il y a un risque qui est colossal, mais c'est le risque de croire que quoi qu'il arrive, désormais, il ne passera plus jamais de crack, et que donc, quoi qu'il arrive, à chaque fois que la bourse baisse, il faut acheter, parce que vous avez plein d'influenceurs, de courtiers, néo-courtiers qui vous disent pétez tous les mois, en ETF, il y a zéro risque, parce que quand ça baisse, ça ne peut que remonter jusqu'au jour où, peut-être, on va se taper une véritable crise. Et là, malgré les interventions de la Banque centrale, je pense évidemment à la Réserve fédérale, peut-être que là, ça ne sera pas suffisant pour faire rebondir rapidement, je dirais. Et imaginez que ça plante de 30% et que ça dure 3 ans, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont faire de l'huile, si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que vous comprenez ce que je dis par là? Donc, ça signifie que dans tous les cas, et j'en finirai avec ça ce soir dans cette large introduction à la volatilité, voilà. Dans tous les cas, il faut quoi? Dans tous les cas, lorsqu'on trade, on gère son risque. Et on gère son risque en fonction de la volatilité. Et deuxièmement, c'est pas parce que le marché dort, c'est pas parce que le marché fait la sieste que moi-même je dors. Même si le marché dort, j'ai mes stops, je sécurise tout. 2. Et troisièmement, oui, effectivement, ça fait 15 ans que chaque fois que ça baisse, ça remonte en V bottom de manière spectaculaire. Ok, c'est tout à fait exact. Ce n'est pas pour ça qu'on peut et qu'on doit faire n'importe quoi. Moi, le 7, 8 et 9 avril, donc sur les points bas, je suis passé à l'achat, je vais le faire en live et je veux dire, il y en a qui sont là qui peuvent le dire, mais je suis passé à l'achat sur des signaux, c'était pas sur du n'importe quoi, c'était pas j'achète là parce que c'est un point bas, c'est parce qu'avant on était short, c'est parce qu'avant j'avais pris des positions short, qu'on avait allégé les portefeuilles actions, etc. et que c'était une occasion de rentrer et que si jamais le truc avait dépoté, je coupais les positions. C'était pas, je ne rentrais pas en me disant ça va rebondir parce que la réserve fédérale est là ou parce que Trump, etc. C'était juste, on était sur des niveaux techniques très intéressants. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans tous les cas, moi c'est vraiment, je tiens à ça parce que pourquoi? J'ai trop vu de traders, d'investisseurs se laisser influencer négativement à mal, et puis derrière, venir essayer de trouver des solutions parce qu'ils se sont fait choper par la cupidité. La cupidité, attention, la cupidité, ce n'est pas chez moi un terme qui est péjoratif, c'est juste très humain. Maintenant, il faut le faire. Si vous comprenez qu'en bourse, on investit de manière rationnelle, posée, que l'on gère son risque, qu'on le fait quand il faut le faire, tout se passe bien. Si vous le faites de manière désordonnée, émotionnelle, en vous laissant avoir, bizarrement, ça va se passer mal. Donc ça, pour moi, c'est essentiel. C'est essentiel. Voilà. Est-ce que vous avez... alors, ce n'est pas une question de prudence, c'est une question de... Je suis un trader très agressif, mais je gère mon risque constamment. Ce n'est pas prudent. Parce qu'un trader, on ne peut pas être prudent.
Si on est prudent, on fait tout sauf du trading. Mais beaucoup de traders prudents, soudain, je les vois qui enlèvent leur stop parce qu'ils sont en stress, ce qui est une folie pure. La volatilité a peu de rapport avec les taux d'intérêt des bons du trésor. Je vois pas trop la question, mais si pour faire la pire des volatilités, c'était il y a 3 ou 4 mois. Le temps passé, c'était en février qu'il y a eu le gros crack obligataire. Ceux qui étaient là en live le matin s'en souviennent. Ça faisait très longtemps que j'avais pas parlé des taux. Et ce jour-là, j'ai annoncé le crack le matin. Donc c'était en février, je crois, que ça a pété. J'ai dit, il y a un gros signal baissier et le jour même, c'était le plus gros crack obligataire depuis 1994. Donc ça faisait 30 ans. Donc, n'oubliez jamais que le marché obligataire est le plus dangereux car c'est le plus gros. C'est là que tout se passe. Voilà. Souvent, lorsqu'on est trader comme ça et qu'on débute ou qu'on ne maîtrise pas le marché, on pense que tout se passe devant ce qu'on a sous les yeux parce qu'on fait du CAC, du DAX ou du DO ou je ne sais quoi. Non, c'est que dalle. C'est que dalle. Le vrai marché, c'est le marché obligataire. C'est le gros marché. En gros, c'est 6 à 7 fois les actions. Hein. Voilà. Voilà. Donc écoutez, mille merci pour cette intro. La prochaine fois, si ce sujet vous intéresse, on verra ça avec GTS. S'il y en a qui sont intéressés, je vous ai mis des liens pour aller voir sur mon site. Vous avez tout un tas de vidéos que j'ai faites plus techniques. Voilà. Et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. À demain matin pour ceux qui sont là. 8 heures. À demain matin. 8h30, pardon. Pour encore quelques jours. Ciao.